Ma petite amie est dans le coma depuis 3 mois et pourtant hier, je l'ai vue chez Carrefour. J'errais dans le rayon maquillage quand, à ma stupéfaction, j'aperçois Phoebe, debout devant les anti-cernes, l'air de choisir tranquillement. « Phoebe ?» ai-je appelé surpris. Elle a relevé la tête, nos regards se sont croisés et j'en ai eu le souffle coupé. Aucun doute, c'était elle. J'ai commencé à lui faire signe, à m'approcher, mais au lieu de m'attendre, elle a tout laissé tomber et s'est précipitée vers la sortie. J'ai tenté de la rattraper, mais une fois dehors sur le parking, elle s'était déjà volatilisée. J'ai appelé son portable. Aucune réponse. Affolé, j'ai filé jusqu'à la maison, et c'est en passant le pas de la porte que j'ai commencé à me demander si je ne perdais pas la tête. Phoebe était là, exactement comme je l'avais laissée, allongée, inconsciente, branchée à une sonde et au moniteur qui affichait ses constantes, preuve irréfutable de son état. Est-ce qu'elle a bougé aujourd'hui ? Ai-je demandé à l'infirmière à domicile, la voix tremblante ? Non, aucun changement. Elle est dans le même état, a-t-elle répondu en me jetant un regard soucieux. Vous allez bien ? J'ai eu un mal fou à déglutir et je lui ai montré la photo floue que j'avais réussi à prendre de Phoebe en fuite sur le parking. Malgré la qualité, impossible de se tromper sur son visage. L'infirmière a longuement examiné la photo. C'est impensable. Elle n'a pas quitté ce lit depuis 3 mois, a-t-elle murmuré. Sous le choc, je me suis assis à côté de Phoebe, sa main froide dans la mienne, et c'est là que j'ai reçu un SMS envoyé depuis son ancien numéro. Arrête de me chercher. Je suis resté figé devant l'écran, le cœur battant, quand j'ai senti l'infirmière jeter un coup d'œil par-dessus mon épaule. Sans un mot, elle a commencé à rassembler ses affaires, visiblement paniquée. « Je ne peux plus continuer », a-t-elle lâché avant de filer vers la porte. « Mais qu'est-ce qui se passe ?» ai-je protesté. Elle avait le regard affolé. « Demandez-vous pourquoi les autres infirmières n'ont jamais tenu plus d'une garde ici ?» a-t-elle lancé, avant de disparaître et de me bloquer aussitôt. Je crois que j'avais les jambes coupées et la sueur froide. Pour me convaincre que je ne rêvais pas, je me suis mis à fouiller la chambre de Phoebe, espérant tomber sur un indice. Rien, pas une photo de famille, pas de souvenir d'école, rien, si ce n'est son portable où j'étais le seul contact. C'était comme si elle avait voulu effacer toute trace de son passé. Je savais déjà qu'elle détestait parler de son histoire, traumatisée après avoir tout perdu dans un incendie familial, selon ses dires. Mais un détail ne collait pas. Elle avait mentionné Madame Cruz, sa prof d'anglais de seconde, celle qui l'avait soutenue jadis. Après 3 jours de recherche, j'ai fini par retrouver Madame Cruz dans une maison de retraite en Floride, et j'ai conduit 6 heures pour obtenir des réponses. Dès que je suis arrivé, je lui ai tendu une photo de Phoebe, extraite de mon portefeuille. Madame Cruz l'a regardée attentivement, puis m'a adressé un sourire ému. Bien sûr que je m'en souviens, elle était brillante, cette gamine, toujours gentille, malgré ce qu'elle avait traversé. « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» ai-je demandé intrigué. Elle est allée chercher un vieil album qu'elle a ouvert à une page montrant 2 jeunes filles identiques, Penny et Phoebe. Des jumelles parfaites, a-t-elle expliqué. Impossible de les distinguer, sauf quand on leur parlait. Penny, douce et poète dans l'âme, alors que Phoebe, c'était une autre histoire. Son ton s'est assombri. En quoi était-elle différente ? Ai-je insisté, le cœur serré. Madame Cruz a pris une grande inspiration. À 14 ans, Phoebe a été internée après avoir tenté d'incendier la maison familiale. Mon sang s'est glacé. L'incendie dont m'avait parlé Phoebe mentait-elle surtout. Madame Cruz a caressé la photo que je venais de lui donner et a souri tristement. « Penny a eu de la chance de vous rencontrer », a-t-elle ajouté. Mon cœur s'est emballé. « Mais c'est Phoebe sur cette photo, c'est bien elle que je fréquente », ai-je protesté. Elle a secoué la tête avec bienveillance. « Désolé, mais tu te trompes. Regarde l'oreille, là. Phoebe a le lobe plus attaché que Penny. Cette photo, c'est Penny. » J'ai senti les questions m'envahir, la gorge nouée. Je lui ai alors montré la photo prise sur le parking. Et celle-là, Madame Cruz a plissé les yeux pour mieux voir, mais avant qu'elle ne puisse répondre, le téléphone dans la cuisine s'est mis à sonner. Elle m'a adressé un sourire crispé, s'est éclipsée pour décrocher, mais je l'ai vue blêmir en entendant la voix à l'autre bout du fil. Elle a raccroché net et s'est tournée vers moi paniquée. « Je vais vous demander de partir », a-t-elle lancé fermement. « Mais la photo !» ai-je tenté, perdu. « S'il vous plaît, partez !» Elle m'a presque poussé dehors, puis, avant de refermer, elle a murmuré. « Regarde les oreilles, c'est tout ce que je peux te dire. » La tête en vrac, j'ai repris la route hanté par ce doute. Avec qui vivais-je ? Penny ou Phoebe ? Garé devant la maison de retraite, j'ai sorti mon téléphone, les mains tremblantes, et j'ai passé en revue toutes les photos de ma compagne. Des selfies, des souvenirs de nos sorties, des instantanés pris à son insu, des clichés du jour de son emménagement chez moi. À chaque fois, je zoomais sur ses oreilles, cherchant le fameux détail. Sur toutes, le lobe était moins attaché, la signature de Penny. La nausée m'a envahi. Celle qui était là, inconsciente, celle dont je prenais soin depuis des semaines,
c'était Penny. Et celle qui m'épiait et me menaçait depuis l'ombre, c'était Phoebe, la jumelle dangereuse, celle qui avait voulu anéantir sa famille. Je suis resté un long moment à fixer l'écran de mon téléphone, complètement perdu face à tout ce qui venait de se passer. Est-ce que j'avais vraiment été en couple avec Phoebe? Ou bien était-ce Penny qui, depuis le début, se faisait passer pour sa sœur? S'il y avait eu un échange, quand avait-il eu lieu? Les questions se bousculèrent dans ma tête au point que j'avais l'impression que mon cerveau allait exploser. J'ai démarré la voiture et j'ai pris l'autoroute pour rentrer chez moi. La nuit tombait déjà, et 6 heures de route m'attendaient. Je ne me suis arrêté qu'une fois, autour de minuit, pour faire le plein et une pause rapide. Impossible de calmer mon esprit, ça tournait en boucle. Je repensais à notre premier rendez-vous à la librairie, à sa timidité, à sa passion pour la poésie. Madame Cruz avait décrit Penny comme quelqu'un de doux, qui aimait la poésie. Alors peut-être que ça avait toujours été elle. Mais alors, pourquoi m'avait-elle dit s'appeler Phoebe? Pourquoi avoir volé l'identité de sa sœur? Et où était la vraie Phoebe tout ce temps? Je serrais le volant à m'en faire mal aux mains, roulant sur ces routes désertes en pleine nuit. Les phares des voitures croisées me semblaient insupportablement éblouissants, mes yeux piquaient de fatigue, mais il était hors de question que je m'arrête. Il fallait que je rentre, que je la voie, que je voie Penny, pour tenter de comprendre ce que je devais faire. Il était 3 heures du matin quand je me suis garé devant mon immeuble. J'ai grimpé les escaliers, chaque marche pesant 1 tonne. J'ai ouvert la porte le plus discrètement possible et je suis entré. Tout était plongé dans le noir, à l'exception de la faible lueur des écrans dans la chambre. Je suis resté un instant dans l'embrasure de la porte, à l'observer. Penny était là, allongée, exactement comme je l'avais laissée, respirant grâce à sa sonde d'alimentation, les machines émettant de légers bips, affichant ses constantes. Elle semblait si paisible, si innocente, le visage détendu dans ce sommeil qui n'en était pas tout à fait un. Rien, dans son attitude, ne laissait imaginer qu'elle aurait pu mentir sur qui elle était, et pourtant, c'est ce qu'elle avait fait. Ou alors, il y avait des raisons que je ne comprenais pas encore. J'ai sorti mon téléphone. J'ai commencé à écrire un message à l'ancien numéro. Je sais que tu es Phoebe. Je sais qu'elle est Penny. Il faut qu'on parle dans un endroit public, juste pour comprendre ce qui s'est passé. Mon doigt est resté suspendu au-dessus du bouton d'envoi 1 seconde, partagé entre l'espoir et la crainte d'obtenir une réponse. Finalement, j'ai appuyé, parce qu'il le fallait. Impossible de trouver le sommeil après ça. Au lever du jour, j'étais toujours assis dans la cuisine, vidé mais incapable de me détendre. J'ai fini par retourner dans la chambre et reprendre mon téléphone. Cette fois, j'ai pris des photos de l'oreille de Penny sous tous les angles, m'appliquant sur la lumière et la netteté. Puis j'ai fait défiler nos anciens selfies, ceux d'avant l'accident, où on souriait, heureux. J'en ai mis plusieurs de côté, dans un album à part. À chaque fois, la forme de son oreille correspondait parfaitement. C'était bien Penny que j'avais devant moi, et ça l'avait toujours été. Soudain, mon téléphone a vibré et j'ai sursauté. C'était l'agence de soins à domicile. J'ai décroché, et la femme au bout du fil semblait gênée. Elle m'a expliqué qu'il ne pouvait plus envoyer personne après ce qui s'était passé avec la dernière infirmière. Toutes les autres avaient soit démissionné, soit refusé la mission. Elle m'a conseillé de chercher une autre agence, voire même de faire suivre le dossier par un médecin au préalable, car elle trouvait la situation étrange. Je l'ai remerciée, puis j'ai raccroché, plus seul que jamais. J'ai allumé mon ordinateur portable et commencé à chercher un neurologue dans la région, quelqu'un qui s'y connaissait en coma et en prise en charge longue durée. Après avoir consulté beaucoup d'avis, j'ai trouvé le docteur Kavya Sharma, qui avait de très bons retours et semblait expérimenté avec les patients en état végétatif. J'ai appelé son cabinet et expliqué la situation du mieux possible. La secrétaire m'a proposé un rendez-vous dans 2 jours pour reprendre la prise en charge de Penny et j'ai accepté sans hésiter. C'est là que mon téléphone a vibré à nouveau. Une notification de message venant de l'ancien numéro. N'implique personne d'autre. Ça ne regarde que nous. Tu ne comprends pas ce que tu fais. J'ai relu le message 3 fois. Le ventre noué. Ça ressemblait autant à une menace qu'à un avertissement, comme si Phoebe essayait de protéger quelque chose, ou peut-être de se protéger elle-même. Quoi qu'il en soit, ça m'a conforté dans l'idée que je ne pouvais plus gérer tout ça tout seul. J'ai pris une capture d'écran du message avant qu'il ne disparaisse, puis j'ai créé un dossier sur mon ordinateur, intitulé « Preuve ». J'y ai mis cette capture, toutes les photos de l'oreille de Penny, les anciens selfies, et même la photo floue prise sur le parking du magasin. J'ai rédigé un document récapitulant les horaires de chaque événement. La démission de l'infirmière, les messages, la visite chez Madame Cruz, la découverte des jumelles. Si jamais les choses dérapaient, si Phoebe allait plus loin ou tentait quelque chose, je voulais que tout soit prêt à être montré à quelqu'un. J'ai pris mon téléphone et composé le numéro de la police pour les situations non urgentes, les mains tremblantes. L'opératrice a décroché après quelques sonneries et je lui ai expliqué la situation du mieux que je pouvais. Une femme qui ressemble trait pour trait à ma petite amie me harcèle et m'envoie des messages menaçants.
Ma compagne, elle, est dans le coma chez moi. Je savais à quel point ça pouvait sembler invraisemblable, mais j'avais des preuves à l'appui. L'opératrice est restée professionnelle, notant toutes mes informations, les détails sur les messages et l'incident du magasin. Elle m'a dit que quelqu'un de la brigade criminelle me rappellerait sous 48 heures pour examiner mon dossier et les preuves. 48 heures, c'était une éternité quand on se sent menacé, mais au moins, c'était pris en compte. Je l'ai remercié et raccroché, puis j'ai ouvert le carnet d'adresses de l'agence de soins à domicile. Ils avaient envoyé 5 infirmières différentes ces 3 derniers mois, toutes parties depuis. J'ai commencé à appeler chaque numéro, laissant des messages qui devaient sûrement paraître désespérés. J'expliquais qui j'étais, cherchant à comprendre ce qui s'était passé, ce qui les avait effrayés, tout indice susceptible de m'éclairer un peu. La plupart du temps, mes appels atterrissaient directement sur la messagerie. L'un des numéros était même coupé. J'étais sur le point de tout laisser tomber quand mon téléphone a fini par sonner. L'une des infirmières me rappelait, mais elle n'a pas pris la peine de dire bonjour. Sa voix était basse, pressée, comme si elle murmurait dans une cachette. Je ne peux pas parler longtemps, désolé, ce n'est pas sûr. Avant même que je puisse lui demander ce qu'elle voulait dire, la communication a été coupée. J'ai tenté de la rappeler, mais à nouveau, la messagerie. Son message, pourtant bref, m'a glacé bien plus que tout ce que j'avais entendu jusque-là. J'ai allumé mon ordinateur et commencé à fouiller tout ce que je pouvais trouver sur les établissements psychiatriques pour ados de la région, remontant une 15aine d'années en arrière. Madame Cruz m'avait dit que Phoebe avait été internée à 14 ans, ce qui devait correspondre à 2009 ou 2010 selon l'annuaire. La plupart des archives étaient inaccessibles sans autorisation, et je n'en avais aucune. J'ai passé des heures à cliquer sur de vieux articles, des sites d'institutions, n'importe quoi qui aurait pu m'ouvrir une piste. Mes yeux me brûlaient à force de scruter l'écran, quand enfin, je suis tombé sur quelque chose. Une petite mention dans un journal local à propos du Riverside Youth Center, fermé depuis 5 ans. L'article donnait la liste de certains anciens membres du personnel et un nom m'a sauté aux yeux, Eloise Shelby, éducatrice ayant travaillé là-bas pendant 20 ans avant de prendre sa retraite. J'ai réussi à retrouver son numéro grâce à une recherche dans les registres publics et je l'ai enregistré dans mon téléphone. Il était déjà trop tard pour appeler, j'ai donc décidé d'attendre le lendemain matin. J'ai refermé l'ordinateur, me suis frotté les yeux, la fatigue me tombant dessus d'un seul coup. Le lendemain, j'ai contacté Eloise Shelby, juste après m'être assuré que Penny et sa pompe d'alimentation tournaient en bien. Elle a décroché à la 4e sonnerie, une voix vieillie mais ferme. J'ai expliqué qui j'étais, que je cherchais des informations sur quelqu'un passé par Riverside il y a des années. Elle a marqué un silence avant de me demander un nom. Quand j'ai dit Phoebe, elle a poussé un long soupir. « Je me souviens très bien d'elle », a-t-elle répondu. « Mais je ne peux pas en parler au téléphone sans savoir pourquoi vous me demandez ça. » Je lui ai résumé la situation au plus court. Les jumelles, la confusion, le harcèlement, tout. Eloise m'a écouté sans m'interrompre, puis m'a dit qu'elle devait vérifier certaines choses avant de pouvoir me répondre. Je vous rappellerai dans 2 jours, le temps de consulter mes notes et de m'assurer que je ne prends aucun risque légal. 2 jours me paraissaient interminables, mais vu son ton, je n'avais pas d'autre choix que d'attendre. Elle a raccroché, me laissant encore plus de questions qu'auparavant. Plus tard, dans la soirée, assis à la table de la cuisine à essayer de manger, mon téléphone a vibré. Nouveau message, venant de l'ancien numéro, mais cette fois avec une photo en pièces jointes. Mon estomac s'est noué rien qu'en l'ouvrant. Sur l'image, on reconnaissait mon immeuble pris de l'autre côté de la rue. On distinguait la fenêtre de mon salon, 3e étage, les stores entr'ouverts, la lampe allumée à l'intérieur. Quelqu'un s'était posté là, juste en face, assez près pour obtenir une image nette à m'observer. Il n'y avait pas un mot avec la photo, juste l'image. J'ai sauté de ma chaise, couru à la fenêtre du salon et tiré les stores si brusquement que j'ai failli tout arracher. Ensuite, j'ai fait le tour de toutes les autres fenêtres, fermant stores et rideaux jusqu'à transformer l'appartement en grotte. J'ai vérifié chaque verrou, 2 fois, histoire d'être sûr qu'il tenait bien. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression de l'avoir dans la gorge. Ce n'était plus seulement des messages. Phoebe était là, dehors, à regarder, à attendre. L'idée qu'elle puisse se tenir dans la rue, dans le noir, à fixer ma fenêtre, me donnait la nausée. J'ai à peine fermé l'œil, sursautant au moindre bruit venu du couloir ou de la rue. Dès l'ouverture du magasin de bricolage, j'étais déjà sur place. J'ai pris un chariot et empilé tout ce qui me venait en tête. Lampe à détection de mouvement pour l'entrée, sonnette vidéo avec bonne résolution, verrou et chaîne de sécurité supplémentaire. La caissière a passé mes achats sans un mot, même si je l'ai vue me lancer des regards un peu inquiets, se demandant sans doute si j'étais parano ou vraiment en danger. Peu importe ce qu'elle pensait, j'ai payé et tout chargé dans la voiture avant de rentrer directement chez moi. L'installation m'a pris presque tout l'après-midi.
Mais au moins, je me sentais moins impuissant en agissant au lieu d'attendre le prochain message flippant. Lampe vissée de chaque côté de la porte, sonnette vidéo synchronisée avec mon téléphone, verrous ajoutés, tout était prêt. J'ai reculé pour observer mon entrée, renforcée comme jamais. Ce n'était pas infaillible, mais c'était déjà ça. Je me suis installé devant mon ordinateur portable et ai envoyé un mail à la gestion de l'immeuble. J'ai pris soin de rester vague, mais suffisamment clair pour qu'ils comprennent le sérieux de la situation. J'étais harcelé par quelqu'un qui rôdait près de l'immeuble et j'apprécierais qu'il surveille toute personne louche ou tentant d'entrer sans autorisation. J'ai joint une photo de Phoebe prise sur le parking, précisant qu'elle ne devait surtout pas être laissée entrer. J'ai envoyé le mail, espérant qu'il ne finirait pas direct à la corbeille. Le rendez-vous avec le docteur Sharma était prévu le lendemain matin, j'ai donc passé la soirée à rassembler tous les documents médicaux de Penny. Compte rendu d'urgence, plan de soins de l'ancienne agence, notes des infirmières. J'ai tout rangé dans une pochette, posée près de la porte pour ne rien oublier le lendemain. Le cabinet du docteur Sharma se trouvait dans un bâtiment médical à 2 pas de l'hôpital. J'y suis arrivé avec 10 minutes d'avance, mon dossier sous le bras. À l'accueil, la secrétaire m'a enregistré. Puis j'ai pris place dans la salle d'attente, essayant tant bien que mal de ne pas trahir mon anxiété en tapant du pied. Quand on a appelé mon nom, j'ai suivi une infirmière jusqu'à une salle d'examen où le docteur Sharma m'attendait déjà. Elle devait avoir la cinquantaine, les yeux doux, une présence calme qui m'a tout de suite mis à l'aise. Je lui ai remis tous les documents en lui résumant la situation pendant qu'elle les parcourait. Elle m'a posé une série de questions sur la routine actuelle de soins de Penny, son alimentation, ses constantes, la durée de son état. Puis elle m'a demandé si elle pouvait examiner Penny elle-même, et c'est là que j'ai réalisé que j'aurais dû anticiper une visite à domicile. Ce n'est pas grave, m'a-t-elle répondu avec un sourire rassurant, et nous avons fixé ensemble une visite chez moi pour l'après-midi même. Elle voulait voir Penny dans son environnement pour évaluer plus précisément sa condition avant de me conseiller. Ce même après-midi, le docteur Sharma est arrivé à l'appartement et a pris son temps pour examiner Penny sous toutes les coutures. Réflexes, pupilles, tonus musculaire, auscultation du cœur et des poumons, contrôle de la sonde d'alimentation, analyse des courbes sur le moniteur, tout en prenant des notes sur sa tablette. Une fois l'examen terminé, elle m'a rejoint au salon pour discuter de ses conclusions. Selon elle, Penny était bien en état végétatif, sans le moindre signe de conscience ou de réaction. Les soins que je prodiguais étaient suffisants pour le strict minimum, mais à long terme, il faudrait plus d'une personne à domicile pour une telle prise en charge. Penny avait besoin d'un suivi régulier, de kinésithérapie pour éviter la fonte musculaire, d'une surveillance médicale adaptée. Le docteur Sharma m'a expliqué cela avec beaucoup de douceur mais sans détour. Ensuite, elle a soulevé un point auquel je n'avais pas pensé. Il fallait confirmer officiellement l'identité de Penny, soit par des dossiers médicaux, soit par une marque distinctive, car jusqu'ici, tout reposait sur des suppositions et des témoignages. Si jamais il y avait eu échange entre jumelles, il nous fallait une preuve concrète. J'ai sorti mon téléphone pour lui montrer les photos des oreilles que j'avais prises, qu'elle a étudiées attentivement en hochant la tête. Elle m'a alors demandé s'il y avait d'autres cicatrices ou signes particuliers pour différencier les jumelles, puisque, avec des vraies jumelles, même l'ADN ne serait d'aucune utilité. J'ai tenté de me remémorer les propos de Madame Cruz concernant Penny, et d'un coup ça m'a frappé. Madame Cruz avait dit que Penny s'était fait opérer de l'appendicite étant enfant. Les yeux du docteur Sharma se sont immédiatement allumés, et elle m'a demandé si elle pouvait vérifier. Nous sommes retournés auprès de Penny, allongée, immobile. Le docteur Sharma a délicatement soulevé la blouse, examinant le bas du ventre du côté droit. Il y avait là une petite cicatrice blanche, à peine visible, d'environ 5 cm. Le docteur Sharma a pris plusieurs photos, notant précisément l'emplacement et l'aspect de la cicatrice. Elle m'a expliqué que c'était une preuve solide, même si, idéalement, il serait préférable d'obtenir aussi le dossier dentaire ou d'autres documents médicaux officiels. Elle a alors accepté de devenir le médecin référent de Penny et m'a assuré qu'elle lancerait les démarches administratives dès l'après-midi. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai ressenti un immense soulagement. Enfin, quelqu'un du corps médical me croyait et prenait les choses en main. Une fois le docteur Sharma parti, j'ai fouillé dans l'ancien portefeuille de Penny que j'avais gardé dans un tiroir. Je suis tombé sur la carte d'un cabinet dentaire à l'autre bout de la ville. J'ai appelé sans attendre, expliquant que je cherchais à obtenir les dossiers dentaires d'une patiente. On m'a fait patienter un long moment, puis la secrétaire m'a repris, la voix navrée. Toutes leurs archives avaient disparu dans un incendie il y a 5 ans. Aucune sauvegarde. Encore une impasse. C'était trop commode. Franchement louche. Dès qu'il s'agissait de ces jumelles, tout semblait tourner autour de disparitions et d'incendies. Ce soir-là, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai décroché. Une voix féminine, nerveuse, s'est présentée. C'était Héloïse Shelby, la psychologue de l'établissement où Phoebe avait été internée.
Comme promis, elle avait vérifié quelques points et m'a confirmé que Phoebe avait été admise là-bas après avoir tenté de mettre le feu à la maison familiale avec ses proches à l'intérieur, à seulement 14 ans. Mais soudain, le ton d'Héloïse a changé, devenant grave. Quelqu'un avait contacté l'établissement pour savoir qui cherchait à obtenir les dossiers de Phoebe. Quelqu'un était au courant de mes démarches. J'ai senti mes mains trembler en comprenant que, d'une façon ou d'une autre, Phoebe suivait mon enquête. Héloïse a ajouté précipitamment qu'elle se rappelait que Penny portait une cicatrice d'appendicectomie, la même que venait de trouver le docteur Sharma. Avant que je puisse en savoir plus, Héloïse a coupé court à la conversation et a raccroché. Je suis resté planté là, le téléphone à la main, essayant de comprendre comment Phoebe pouvait être informée de tout ce que je faisais. M'espionnait-elle? Avait-elle piraté mon portable? J'ai parcouru l'appartement, vérifié chaque fenêtre, tiré soigneusement les rideaux. Puis j'ai passé l'heure suivante à rassembler tout ce que j'avais dans mon dossier sur l'ordinateur. Les photos des oreilles, les captures d'écran des messages menaçants, le rapport du docteur Sharma sur la cicatrice, mes notes de conversation avec Madame Cruz, la chronologie des événements. J'étais justement en train d'ajouter les informations d'Héloïse quand un nouveau message est arrivé sur mon téléphone, provenant de ce vieux numéro. Le contenu m'a glacé d'effroi. Il disait que je pouvais croire être protégé par les cicatrices, mais qu'il valait mieux que je laisse tomber. Phoebe surveillait manifestement chacun de mes gestes, chaque nouvelle avancée dans la recherche de la vérité. Elle était au courant pour la cicatrice, d'une manière ou d'une autre. J'ai aussitôt transféré ce message, ainsi que tout le reste, au numéro du commissariat qu'on m'avait donné. Cette fois, j'ai enfin eu une vraie réponse. Un inspecteur, Clyde Nolan, m'a rappelé dans l'heure. Sa voix était posée et attentive. Rien à voir avec le tout premier accueil que j'avais reçu. Il m'a assuré avoir examiné tout ce que je lui avais transmis et m'a proposé de passer le lendemain matin pour tout revoir ensemble, en personne. J'ai accepté et lui ai donné mon adresse. L'inspecteur Nolan s'est présenté à 9h, carnet en main, habillé en civil. Je l'ai fait entrer et j'ai étalé sur la table de la cuisine tout ce que j'avais rassemblé, les photos des oreilles pour la comparaison, les copies de tous les messages avec les horaires, la photo du parking devant la boutique, le dossier médical du docteur Sharma, ma chronologie détaillée, la vidéo de la sonnette. Il a passé près d'1 heure à tout passer en revue, me posant des questions, prenant des notes. Il m'a confié avoir déjà vu des situations un peu similaires, entre sœurs jumelles au passé compliqué, où l'une devient obsédée par l'autre. Il a pris mon témoignage très au sérieux et m'a expliqué que les messages menaçants, combinés à la photo de mon immeuble, étaient inquiétants. Il a précisé que le harcèlement et la traque étaient des infractions poursuivables, mais qu'il nous faudrait davantage d'éléments pour obtenir une ordonnance restrictive. D'après lui, les messages, à eux seuls, risquèrent de ne pas suffire car ils provenaient d'un numéro inconnu. Il m'a donc conseillé de consigner absolument chaque contact à partir de maintenant. Il m'a aussi suggéré de réfléchir à un plan de sécurité au cas où Phoebe passerait à l'action. Préparer un sac, repérer toutes les sorties, voire aller dormir ailleurs quelques nuits. Avant de partir, il m'a laissé son numéro direct en me disant de ne pas hésiter à l'appeler au moindre souci. Après son départ, j'étais partagé entre le soulagement de voir que quelqu'un prenait l'affaire au sérieux et l'angoisse de constater que la situation était suffisamment préoccupante pour nécessiter un plan d'urgence. Vers 22h, j'ai été frappé chez ma voisine. Chloé m'a ouvert, encore habillée en infirmière, sûrement à peine rentrée de l'hôpital. Je lui ai raconté tout ce qui se passait, le plus rapidement possible. Les jumelles, le harcèlement, les messages. Elle m'a écouté sans m'interrompre et quand je lui ai demandé si elle accepterait d'être témoin si jamais il se passait quelque chose, elle a immédiatement accepté. Elle m'a donné son numéro et m'a assuré que je pouvais l'appeler à n'importe quelle heure si j'avais le moindre doute ou si je ne me sentais pas en sécurité. Le fait de savoir qu'elle était au courant m'a un peu apaisé, au milieu de tout ce désordre. Le lendemain matin, Nolan m'a rappelé avec une idée, tenter de fixer un rendez-vous avec Phoebe dans un lieu très fréquenté, entouré de monde. Si elle se montrait menaçante ou instable, il y aurait des témoins, ce qui pourrait suffire à obtenir une ordonnance restrictive. Ça me paraissait risqué, mais j'en avais assez de rester caché à attendre sa prochaine attaque. J'ai ressorti ce vieux numéro qui n'arrêtait pas de m'envoyer des menaces et, les mains tremblantes, j'ai envoyé un message. Je lui proposais qu'on se retrouve au café dans la rue principale le lendemain à 11h, juste pour discuter, sans la police. Ce dernier point était un mensonge, mais il fallait qu'elle accepte de venir. Sa réponse est arrivée à peine 2 minutes plus tard. Elle exigeait que je vienne seule et prétendait qu'elle saurait si j'étais accompagné. J'ai pris une capture d'écran du message et j'ai aussitôt prévenu Nolan. On a mis au point un plan. Il se garerait dans une voiture banalisée en face du café, de façon à avoir tout sous les yeux.
Chloé a accepté de s'installer à l'intérieur, un livre à la main, pour faire office de témoin en cas de problème. Je n'ai quasiment pas fermé l'œil de la nuit, ressassant toutes les hypothèses possibles de conversation, cherchant comment m'adresser à quelqu'un qui avait peut-être usurpé l'identité de sa propre sœur pendant des mois, voire des années. Comment aborder une personne pareille? Par où commencer? Chaque fois que je fermais les yeux, je revoyais le visage de Phoebe sur ce parking, la façon dont elle m'avait regardé avant de prendre la fuite. J'ai dû vérifier mon téléphone au moins 50 fois, espérant un message qui me donnerait un indice sur ses intentions. Le matin est enfin arrivé, et je me suis présenté au café avec un quart d'heure d'avance, le cœur cognant si fort que j'en avais la gorge serrée. Chloé était déjà installée près de la fenêtre, perdue dans un pavé, et en jetant un coup d'œil dehors, j'ai aperçu la voiture de Nolan, garée pile en face de l'entrée. J'ai commandé un café que je n'avais aucune envie de boire, et je me suis assis à une table d'où je pouvais surveiller la porte. 11h, puis 11h15, puis 11h30 sont passés. Je consultais mon téléphone sans arrêt, mais rien. À 11h45, j'ai commencé à me dire qu'elle ne viendrait pas, que c'était une nouvelle manière de me torturer. Puis mon téléphone a vibré avec une nouvelle photo. On me voyait attablé à la fenêtre du café, la photo prise depuis l'autre côté de la rue. J'ai aussitôt levé les yeux et scruté l'extérieur. C'est là que j'ai aperçu quelqu'un, capuche sur la tête, qui montait dans une voiture à une 50aine de mètres. J'ai bondi et couru dehors, mais le temps d'arriver, la voiture démarrait déjà. Impossible de distinguer la plaque d'où j'étais. Je suis rentré, dépité, et je me suis effondré sur ma chaise. Chloé m'a rejoint une minute plus tard et m'a murmuré qu'elle avait réussi à noter la marque et le modèle de la voiture, et même 3 chiffres de la plaque avant qu'elle ne tourne au coin. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était déjà ça. J'ai appelé Nolan dans la foulée. Il est entré dans le café pour récupérer les infos de Chloé. Il a dit qu'il tenterait de retrouver la voiture avec ce début de plaque, mais il m'a prévenu qu'avec seulement 3 chiffres, ce serait sans doute insuffisant pour identifier le véhicule. Il y avait sûrement des dizaines de voitures correspondant à cette description avec ces chiffres-là dans la région. Encore une impasse, encore de la frustration, mais au moins une preuve supplémentaire que Phoebe m'observait et me suivait toujours. Cet après-midi-là, j'étais de retour chez moi, à me demander ce que j'allais faire ensuite, quand le docteur Sharma a appelé. Sa voix, tout en restant professionnelle, trahissait une certaine inquiétude. Elle m'a expliqué qu'avec tout ce qui se passait en ce moment, et sachant que je ne pouvais pas surveiller Penny en permanence, il serait vraiment préférable d'envisager une prise en charge dans un établissement spécialisé pour soins de longue durée. Ces mots m'ont glacé sur place, même si au fond je savais qu'elle avait raison. Depuis 3 mois, j'étais le seul à veiller sur Penny, dormant par à-coups, gérant sa sonde d'alimentation, surveillant ses moniteurs. Ça me prenait toute mon énergie. Avec, en prime, une histoire de harcèlement qui rendait la situation à la maison tout bonnement invivable pour sa sécurité. Après avoir raccroché avec le docteur Sharma, je suis resté planté là, à fixer le mur. Placer Penny en institution semblait logique, mais je n'arrivais pas à me défaire du sentiment d'être un raté. Cela faisait des mois que je m'occupais d'elle, seule, et l'idée de la confier à des gens qu'on ne connaissait pas me paraissait inacceptable, même si au fond je savais que c'était la meilleure chose à faire. Je l'ai regardée, étendue là, si immobile avec ses machines, et j'ai eu la gorge serrée. Mais en repensant à Phoebe qui rôdait autour de mon appartement, à cette photo de ma fenêtre qu'elle avait envoyée, j'ai compris que je n'étais plus capable d'assurer la sécurité de Penny ici. J'ai pris mon téléphone et cherché le nom de l'assistante sociale de l'hôpital dont m'avait parlé le docteur Sharma. Elle s'appelait Annika Roberts, et elle a décroché presque tout de suite. J'ai résumé la situation aussi clairement que possible. Penny était en état végétatif et avait besoin de soins sur le long terme. Annika a écouté avec beaucoup d'attention, me posant toute une série de questions sur l'état de Penny et notre installation actuelle. Puis elle m'a annoncé la mauvaise nouvelle. Légalement, je n'avais aucun droit pour prendre des décisions médicales la concernant. Nous n'étions pas mariés. Elle n'avait pas rédigé de directives anticipées à mon nom. Impossible donc d'autoriser son transfert. Je sentais la panique monter, les mains moites. Alors qu'Annika, décelant sûrement mon malaise, s'est mise à m'expliquer calmement la procédure de tutelle. Il fallait passer par le tribunal, prouver que Penny avait besoin d'un tuteur, que j'étais la bonne personne pour ça, fournir des attestations du docteur Sharma, d'autres personnes aussi, démontrer ma relation avec Penny et son incapacité à décider pour elle-même. Tout ça me paraissait insurmontable, mais Annika m'a assuré qu'elle m'accompagnerait à chaque étape. Elle m'a promis de m'envoyer les premiers documents par mail pour démarrer la démarche. Je l'ai remerciée, puis j'ai raccroché, la tête pleine de notions juridiques auxquelles je ne comprenais pas grand-chose. Ce soir-là, alors que je réchauffais des restes, mon téléphone s'est mis à vibrer, un SMS du numéro ancien. J'ai failli ne pas regarder, et puis j'ai fini par me forcer. Le message m'a glacé le sang. Il parlait de la pluie et du parapluie cassé de notre premier rendez-vous.
un détail intime que seule Penny pouvait connaître. Le texte me demandait pourquoi j'essayais de l'emmener ailleurs, et la tournure était telle qu'on aurait juré que c'était Penny qui m'écrivait. Je l'ai relu 3 fois, tentant de comprendre. Est-ce que Phoebe avait accès aux souvenirs de Penny? S'était-elle confié leurs histoires avant l'accident? Penny lui avait-elle parlé de nos rendez-vous? Ou est-ce que Phoebe se faisait déjà passer pour Penny à l'époque? Je me suis assise à la table de la cuisine, le téléphone à la main, fixant ce message pendant au moins 20 minutes, écrasé par son poids. Que Phoebe ait pris la place de Penny ou qu'elles aient échangé leur rôle à un moment, il y avait eu des moments vrais, des moments qui comptaient. Ce premier rendez-vous sous la pluie, le parapluie cassé, c'était réel. Nos conversations étaient vraies. Quelqu'un m'avait aimé, même si je n'étais plus sûr de savoir laquelle des deux. J'ai posé le téléphone et tenté de démêler tout ça rationnellement. Le lendemain matin, j'ai préparé du café et allumé mon ordinateur portable. J'ai commencé à recomposer toute notre histoire, à noter les dates, les faits, cherchant le moment où tout aurait pu basculer. On s'est rencontrés dans une librairie il y a 6 mois, quand elle m'a demandé d'atteindre un livre trop haut. Après, on a commencé à se voir, café, dîner, discussion à n'en plus finir sur tout et rien. Au bout de 4 mois, elle est venue s'installer chez moi, son bail arrivant à terme. Et puis, de toute façon, on ne se quittait plus. Tout paraissait simple et heureux. Puis, 2 mois après son emménagement, elle s'est effondrée un matin en préparant le petit-déj. J'ai appelé le SAMU, l'ambulance l'a emmenée aux urgences. Le médecin a parlé d'une hémorragie cérébrale, peut-être qu'elle ne se réveillerait jamais. On m'a demandé ses papiers, j'ai donné son portefeuille. Je n'ai jamais pensé à vérifier le nom sur la carte. Pourquoi l'aurais-je fait? C'était ma copine. Bien sûr que ses papiers correspondaient à la personne qu'elle disait être. Mais à présent, je me demandais, la carte disait Penny ou Phoebe? J'ai attrapé mon téléphone, appelé les admissions des urgences. Une femme a décroché. J'ai expliqué que j'avais besoin d'une copie des dossiers d'admission d'il y a 3 mois, notamment l'identité qui avait été fournie. Elle m'a dit qu'il faudrait 5 à 7 jours ouvrés pour réunir les documents et les envoyer par courrier. J'ai remercié, raccroché, frustré par la lenteur, mais impuissant à accélérer quoi que ce soit. Plus tard dans l'après-midi, Annika m'a envoyé les formulaires de demande de tutelle avec des consignes précises. J'ai tout imprimé, puis j'ai commencé à lire ce jargon juridique qui me donnait presque mal à la tête. Il fallait joindre une attestation du docteur Sharma, d'autres personnes capables de témoigner de ma relation avec Penny et de ma capacité à être tuteur. Il allait falloir prouver que j'étais la bonne personne et que Penny avait besoin de quelqu'un pour décider à sa place. Je me suis installé à la table pour remplir les papiers, notant les dates et détails concernant les soins de Penny, quand mon téléphone a vibré. Une alerte de la nouvelle sonnette connectée. J'ai ouvert l'application, regardé la vidéo en direct. Quelqu'un, habillé de sombre, approchait de ma porte. Mon cœur s'est emballé, j'ai bondi vers la porte pour regarder par le Judas, mais quand je suis arrivé, la personne avait déjà disparu. J'ai ouvert prudemment, jeté un œil dans le couloir. Personne. J'ai revisionné les images de la caméra et j'ai vu la silhouette s'approcher de la porte, tendre la main vers quelque chose près du cadre, puis s'éloigner en toute hâte. On ne distinguait rien de son visage, constamment caché sous une capuche. L'heure affichée sur les images confirmait que tout s'était passé vers 2 heures du matin, alors que je dormais profondément. J'ai copié la séquence sur mon ordinateur et ajouté le tout à mon dossier de preuves. Ensuite, sans réfléchir, j'ai bloqué ce fichu numéro sur mon téléphone. J'ai ouvert ma boîte mail pour transférer l'ensemble des messages menaçants à l'inspecteur Nolan, en ajoutant un mot pour expliquer l'incident avec la caméra de la sonnette. Fixer ces limites m'a franchement soulagé, même si, au fond, je savais que ça risquait encore d'attiser la colère de Phoebe. Le lendemain matin, en préparant mon café, un bruit sourd contre la porte d'entrée m'a fait sursauter. Je me suis précipité et j'ai découvert une grande enveloppe jaune des archives de l'hôpital posée sur le paillasson. J'avais les mains qui tremblaient tellement que j'ai eu du mal à l'ouvrir. À l'intérieur, il y avait des copies de tous les documents d'admission datant de 3 mois, la période où ma copine s'était effondrée. J'ai parcouru les pages à toute vitesse, cherchant la rubrique sur l'identité du patient. Sur le formulaire, le nom affiché était Phoebe, mais dans les remarques, il était précisé qu'aucune pièce d'identité n'avait été présentée, juste une déclaration orale de la patiente. En clair, la personne arrivée aux urgences leur avait simplement dit qu'elle s'appelait Phoebe, sans montrer le moindre document officiel. Ça signifiait que soit Penny s'était fait passer pour Phoebe lors de l'admission, soit Phoebe avait accompagné Penny et donné son propre nom au personnel. Bref, toute cette confusion sur qui était qui avait démarré là, aux urgences, et personne ne s'en était aperçu puisqu'elles se ressemblaient comme 2 gouttes d'eau. Je me suis installé à la table de la cuisine et j'ai relu chaque page, 2 fois, en notant tout ce qui me paraissait important.
Plus tard dans la journée, le docteur Sharma m'a appelé pour m'annoncer qu'elle avait terminé l'attestation médicale pour ma demande de tutelle. Elle avait mentionné la cicatrice de Penny et, selon son avis professionnel, il y avait de fortes chances que la patiente dont je m'occupais soit bien Penny au vu de l'ensemble des éléments. Je suis passé à son cabinet récupérer les papiers signés qu'elle a soigneusement rassemblés dans une enveloppe scellée pour le tribunal. En rentrant, j'ai fait un détour chez Chloé pour lui demander d'écrire ce qu'elle avait vu à propos du harcèlement. Elle s'est tout de suite mise devant son ordinateur et m'a rédigé une déclaration de 2 pages sur les images de la sonnette qu'elle avait examinée avec moi et sur cette drôle d'impression d'être surveillée devant l'immeuble. Je l'ai remerciée au moins 10 fois en promettant de l'inviter au resto quand tout ça serait derrière nous. De retour chez moi, j'ai étalé tous les papiers sur la table et commencé à monter mon dossier. L'attestation du docteur Sharma, le témoignage de Chloé, les captures des vidéos de la sonnette et tous les numéros de rapport de mes échanges avec l'inspecteur Nolan. La pile de documents prenait une épaisseur impressionnante une fois tout rassemblé. Le lendemain, je me suis présenté au tribunal pour déposer ma demande de tutelle d'urgence. La greffière a parcouru mes preuves, visiblement étonnée par la quantité de documents que j'avais réunis. Elle m'a expliqué que le juge examinerait le dossier dans les jours à venir et que je serais contacté quand la date d'audience serait fixée. 3 jours plus tard, le tribunal m'a appelé. Une audience rapide était prévue dans tout juste une semaine, vu les risques de sécurité mentionnés dans ma requête. La greffière m'a conseillé de me préparer à répondre aux questions du juge sur les raisons pour lesquelles je devais être le tuteur de Penny et sur la façon dont je comptais prendre soin d'elle. Toute la semaine, je m'y suis consacré, peaufinant mes réponses, anticipant les questions du juge et relisant mon dossier en boucle pour tout maîtriser. 2 jours avant l'audience, mon téléphone a vibré. Un message d'un numéro inconnu. On me disait qu'elle acceptait de me voir une seule fois, sans la police, sinon elle disparaîtrait pour de bon et que j'avais le droit de savoir ce qui s'était réellement passé. J'ai tout de suite deviné que c'était Phoebe. Personne d'autre n'aurait envoyé un message pareil. Mon premier réflexe a été d'ignorer, puis j'ai compris que c'était peut-être ma seule chance d'avoir enfin sa version et de découvrir la vérité. J'ai aussitôt appelé l'inspecteur Nolan et je lui ai lu le message. Après un moment de silence, il m'a autorisé à la rencontrer, mais uniquement dans un lieu public très fréquenté, en plein jour, avec Chloé pas loin, mais hors de vue de Phoebe. Nolan a ajouté qu'il se garerait aussi dans le quartier, prêt à intervenir tout en restant discret pour ne pas éveiller les soupçons. On a convenu d'un grand parc en centre-ville, toujours animé à l'heure du déjeuner. J'ai envoyé l'adresse à Phoebe et proposé midi le lendemain. Elle a juste répondu « D'accord ». Je n'ai quasiment pas fermé l'œil de la nuit à tourner et retourner dans ma tête ce que j'allais lui dire, redoutant ce qu'elle pourrait m'apprendre. Le lendemain, je suis arrivé au parc une bonne vingtaine de minutes en avance et me suis installé à une table de pique-nique bien visible, près de l'allée principale. J'ai aperçu Chloé assise sur un banc, à une 50aine de mètres, un livre à la main, faisant semblant de lire tout en gardant un œil sur la scène. Mon cœur battait la chamade, prêt à sortir de ma poitrine. À midi pile, j'ai vu quelqu'un traverser la pelouse en ma direction. Elle s'est assise en face de moi, me fixant droit dans les yeux. Je me suis penché discrètement pour mieux voir son oreille. Elle était bien là, un peu plus plaquée que celle de Penny sur toutes les photos, exactement comme Madame Cruz me l'avait suggéré. Aucun doute, c'était Phoebe devant moi, pas Penny. Elle a pris la parole avant que je puisse ouvrir la bouche, enchaînant les mots à toute vitesse, d'une voix saccadée, comme si elle avait retenu tout ça pendant des années. Elle m'a confié ce qui s'était vraiment passé avec l'incendie quand ils étaient enfants. En réalité, c'était leur grand frère qui l'avait provoqué, mais c'est elle qu'on a accusée, parce qu'on la voyait déjà comme la gosse à problème. À 14 ans, elle s'est retrouvée placée en institution et n'en est sortie qu'à 18. Pendant tout ce temps, Penny venait la voir, rongée par la culpabilité. À sa sortie, Phoebe n'avait plus rien, ni papier, ni compte en banque, rien. Parce que Penny, pour pouvoir aller à la fac et mener une vie normale, avait pris son identité pendant qu'elle, Phoebe, était enfermée. Elle m'a expliqué que Penny culpabilisait tellement qu'elle lui laissait parfois utiliser son nom, comme si elle partageait de la même vie, mais quand Penny s'est vraiment engagée avec moi, Phoebe a eu l'impression d'être exclue de sa propre existence. Quand Penny a fait sa crise après son accident au cerveau, Phoebe a vu une occasion de reprendre sa place. Mais la peur des hôpitaux et des services sociaux l'a empêchée de s'imposer. Les institutions l'avaient vraiment abîmée. J'ai écouté tout ça en gardant un œil sur ses gestes, au cas où elle tenterait quelque chose. Mais elle s'est juste effondrée, en larmes, en essayant de s'expliquer. Je lui ai dit que je comprenais que c'était difficile et injuste ce qu'elle avait traversé, mais que je ne pouvais pas tolérer qu'on me suive et qu'on m'envoie des menaces, et que quoi qu'il arrive, ma priorité restait de protéger Penny. Elle a hoché la tête, s'est essuyé les yeux, et m'a dit qu'elle arrêterait tout si je lui promettais que Penny recevrait des soins dignes de ce nom et qu'elle ne resterait pas enfermée chez moi.
J'ai accepté, elle s'est levée et elle est partie à travers le parc. J'ai attendu 5 minutes avant d'appeler Nolan pour tout lui raconter. Il m'a assuré que, grâce à cette conversation et à toutes mes autres preuves, j'avais de quoi obtenir une ordonnance d'éloignement si Phoebe ne tenait pas parole, ce qui me donnerait une vraie protection. 2 jours plus tard, il y a eu l'audience pour la tutelle. Tout s'est bien passé, j'avais tous les documents nécessaires. Le juge a examiné le dossier et les rapports médicaux et il m'a confié la tutelle temporaire, limitée aux décisions médicales, exactement ce qu'il fallait pour organiser la suite. Sharma m'a aidé à transférer Penny dans un établissement sécurisé spécialisé pour les patients en état végétatif, où elle est entourée de professionnels et où je peux lui rendre visite quand je veux. Nolan a remis son rapport au procureur qui a précisé que Phoebe risquait toujours des poursuites pour harcèlement si elle recommençait à me contacter. J'ai passé le week-end à faire mes cartons, à ne garder que l'essentiel, et j'ai commencé une thérapie pour digérer tout ça. Les mensonges, la peur et ce lien étrange que j'avais avec les jumelles. 3 semaines après la fameuse rencontre sur le parking, je suis allé voir Penny dans son nouvel établissement. Je me suis assis près d'elle et j'ai pris sa main. J'ai décidé de ne plus chercher à tout comprendre au sujet de Phoebe, de me concentrer sur la santé de Penny et de rester vigilant au cas où Phoebe réapparaîtrait. Ce n'est pas une fin parfaite. Je ne saurai sans doute jamais toute la vérité sur leur histoire, ni même laquelle des deux j'ai vraiment fréquenté pendant tous ces mois. Mais aujourd'hui, j'ai posé des limites. Penny est en sécurité et j'apprends à accepter de ne pas tout savoir. Mon psy me dit que c'est même sain d'accepter que certaines histoires restent sans vraie conclusion. Je serre la main de Penny et je lui assure que je continuerai à venir la voir, qu'elle est en sécurité maintenant et que, quoi qu'il ait pu se passer avec Phoebe, je veillerai à ce qu'elle soit toujours traitée avec respect. Voilà l'histoire et la leçon que j'en retiens. J'aime donner du sens à mes expériences et les transformer en quelque chose d'utile. Si, ne serait-ce qu'un passage t'a aidé, alors c'est déjà une victoire. Abonne-toi pour ne rien manquer la prochaine fois.